Oui, un grand bravo à ses parents pour leur détermination, leur persévérance et leur courage. Et là, j'ai le plaisir d'avoir à côté de moi Madame Pascale Patul, qui s'occupe de la santé et de l'handicap au sein de la Fondation Orange. Madame Patul, comment allez-vous? Je suis heureuse d'être là parmi vous. Je suis très émue par le témoignage des parents, parce que j'ai l'impression d'entendre encore une fois ce que j'entends pratiquement tous les jours en France. Et je vois que tous les parents vivent la même chose, que tous les parents ont les mêmes besoins. Et je suis contente d'être là avec Bachir et toutes les personnes présentes aujourd'hui, les professionnels, les parents, les familles, et de travailler ensemble à cette meilleure compréhension de l'autisme, ce meilleur accompagnement. Et on travaille tous conjointement, en collaboration, et particulièrement avec Bachir qui a monté ce colloque. Et voilà, je veux dire, je suis ravie d'être là. Oui, Pascal. Mais je peux dire que Pascal n'est pas venue seule. Elle est venue accompagnée de la secrétaire générale de la Fondation Orange, Madame Mireille Levent. Et je laisserai le soin à Pascal de présenter nos deux intervenantes qui sont arrivées à Maurice depuis lundi. Elles ont eu l'occasion de parcourir un peu l'île pour visiter les ONG et connaître un peu ce merveilleux peuple qui sont les Mauriciens. Donc, nous avons fait appel à des spécialistes de l'autisme qui sont reconnus en France et reconnus internationalement pour leur spécialité dans l'autisme. Chacune a des niveaux d'intervention différentes. Donc, le professeur Frédéric Bonnet-Brio de l'hôpital de l'Université de Tours et le professeur Bernadette Roger de l'Université de Toulouse. Voilà. Donc la Fondation Orange a beaucoup travaillé avec ces deux équipes, les deux équipes des deux professeurs, pour justement améliorer la condition de vie des personnes autistes, aider les familles, aider la recherche, aider à la prise en compte par les pouvoirs publics et essayer par tous les moyens d'améliorer la vie et des personnes autistes et des familles. Pascal, au tout début, quand j'ai découvert l'autisme, je dois dire, ça fait pas longtemps, 2 ans, et là, je me suis dit, je me suis mis devant le Telecom Tower, j'ai posé la question à 10 personnes. Simple question, c'est quoi l'autisme? J'ai eu 8 réponses différentes, et cela m'a interpellé, parce que malheureusement, ce trouble est mal connu. C'est pour cela qu'on va commencer ce colloque avec nos expertes, avec la question la plus simple, c'est quoi l'autisme? Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse vraiment d'être aujourd'hui parmi vous. Alors pas uniquement parce que votre pays est magnifique, ça vous avez déjà dû l'entendre X fois, c'est la première fois moi que j'ai la chance de venir dans votre très beau pays et puis surtout de vous rencontrer, et c'est vrai que la réputation de votre hospitalité, de votre gentillesse traverse les frontières, mais je l'ai expérimenté donc depuis lundi avec des rencontres très riches dans les associations, les ONG, les établissements, où j'ai vu que vraiment vous avez la chance d'avoir des excellents professionnels, très bons professionnels, qui ont certainement aussi tout un travail de formation pour qu'il y en ait plus dans votre pays. Et puis très ému aussi d'entendre le témoignage des parents, qui sont en effet pour nous de véritables partenaires. Moi je suis médecin, mais j'estime avoir une part du savoir, et puis que ce savoir-là ne sert à rien s'il n'est pas échangé avec vous, monsieur, madame. J'ai très bien entendu votre message et j'y adhère complètement. Et puis bien sûr, je remercie beaucoup Bachir pour son accueil depuis lundi. Nous sommes coucounés, chouchoutés. C'est un vrai plaisir. Et puis c'est aussi l'occasion pour moi
moi, de passer plus de temps aussi avec mes collègues françaises, Madame Levent et Madame Pature, justement de la Fondation Orange. Et puis, nous avons des échanges très fructueux et très, très riches. Et puis d'être aussi avec Bernadette, qui est une collègue et puis presque une amie aussi maintenant, puisque nous voyons aussi grâce à vous. Voilà. Donc ça, c'était mon introduction. Et donc, qu'est-ce que l'autisme? Alors, vous avez vu, j'ai rajouté aussi les autismes. Puisque, comme vous l'avez vu, comme vous le savez très très bien vous en tant que parent, votre enfant, qu'il soit enfant d'ailleurs ou qu'il soit adulte, est unique et qu'on va mettre parfois sous le même terme des particularités du développement dont on voit bien que ce n'est pas tout à fait exactement la même chose. Et évidemment, à chaque fois, la question de la singularité va être très très importante pour définir notamment la prise en charge, parce que là encore, on ne va pas faire la même chose à tout le monde. Alors, quand on dit qu'est-ce que l'autisme, vous avez dit aussi tout à l'heure, finalement, c'est très récent qu'on s'y intéresse. C'est assez aussi international, vous savez, cette question-là, puisque quand vous regardez, là, c'est un numéro spécial de la revue Nature. Vous savez, Nature, dans notre communauté scientifique, c'est une revue très, très, très célèbre, hein, très, très connue, et qui a consacré un numéro spécial à l'autisme en décembre 2012, et qui montre ce que vous avez, les courbes, là, ici, la courbe rouge, c'est la courbe, en fait, qui montre le nombre de cas d'autisme dans le monde, entre guillemets, hein, d'accord? Et puis la courbe orange, c'est le nombre de chercheurs qui travaillent sur l'autisme. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre qu'il y a pas plus d'autisme sans doute qu'avant, il n'y a pas eu d'épidémie d'autisme. À un moment donné, on s'est dit, est-ce qu'il y a une épidémie d'autisme? Il n'y a pas eu d'épidémie, il y a juste qu'avant, on ne reconnaissait pas, parce qu'on ne connaissait pas, et donc on ne nommait pas. Et ça, c'est vrai que c'est une démarche très importante de pouvoir reconnaître, nommer, parce que c'est à partir de là, on ne peut rien faire tant qu'on n'a pas fait cette étape-là, pour ensuite dire, ben voilà, c'est du registre du handicap, et donc on va faire quelque chose. Et c'est ce que vous disiez aussi, les témoignages des parents, c'est-à-dire que on s'est pris pour toute autre chose que l'autisme, mais on ne savait pas. Alors maintenant, on sait, et c'est pour ça que comme on reconnaît et comme on nomme, eh bien, il y en a beaucoup, beaucoup plus qu'on ne pensait. Et on sait justement, quand on reprend cette sémiologie, mais ça je vais le faire rapidement parce que c'est Bernadette Roger qui vous en parlera beaucoup plus, c'est qu'en effet c'est un trouble qui apparaît dès la toute petite enfance, et maintenant même dès 6 mois, dès 1 an, on peut aussi retrouver des petits signes. Pas toujours, hein. Attention, là encore, tous les enfants n'ont pas la même trajectoire, ce qu'on appelle de trajectoire, c'est-à-dire le moment où on a l'apparition des troubles, ou quand on dit aux parents, quand est-ce que vous vous êtes inquiété la première fois? Et il y a des parents qui disent, moi je me suis inquiété dès qu'il est né parce que c'était un bébé dans les bras tout mou qui criait, un petit peu comme vous avez vu dans le dessin animé. Il y a d'autres parents qui disent, bah non, jusqu'à 18 mois tout allait bien, et puis à 18 mois il ne me regardait plus dans les yeux, il se repliait sur lui-même, il criait. Donc ça, ce sont ces petits signes précoces, parce qu'en effet, l'autisme, c'est d'abord un trouble qui apparaît dans l'enfance. Mais comme vous, les parents aussi, vous l'ont témoigné, c'est un trouble qui après perdure tout au long de la vie. Mais en même temps, vous savez, le diabète aussi, ça perdure tout au long de la vie, l'hypertension, ça perdure tout au long de la vie, et on peut vivre très bien avec un diabète, une hypertension, sous réserve qu'on fasse ce qu'il faut. Eh bien, dans le champ de l'autisme aussi, on a en effet le trouble qui est persistant, et on va avoir besoin d'aide et d'accompagnement tout au long de la vie, qui vont devoir varier, mais avec ces aides, avec ces accompagnements, on peut avoir une réelle qualité de vie. Et c'est ça qu'on vise. On ne vise pas la guérison, mais on peut viser la qualité de vie. Et ces enfants qui deviendront des futurs adultes, et les adultes actuellement, voire même aussi les personnes vieillissantes, on peut toujours faire quelque chose pour améliorer leur qualité de vie. Rien n'est impossible, si vous voulez, et il y a toujours une marge de progression. Ça, c'est aussi, et je vous montrerai quelques exemples justement des connaissances actuelles qu'on a sur le cerveau qui font que maintenant on est très certain de ça. Alors, quand on vous dit autisme maintenant, c'est parce qu'on a identifié 2 types de difficultés. D'une part, ce qu'on appelle les difficultés de communication sociale, d'interaction, et puis d'autre part, le caractère restreint, stéréotypé des intérêts et les particularités sensorielles. Alors, si je peux, est-ce que le petit garçon qui était ce matin qui se promenait sur l'estrade, là, est-ce que je peux illustrer, je ne sais pas s'il y a les parents, non, je peux parler des petites particularités de ce garçon, ça gênera personne, plutôt que de vous montrer des vidéos. Petit garçon, vous avez vu qui était ce matin au niveau de l'estrade.
ce petit garçon, eh bien, qu'est-ce qu'il avait entre guillemets comme difficulté? Dans la dimension altération qualitative des interactions sociales et de la communication. Ce qu'il avait, c'est que il avait, alors déjà, il déambulait. Vous avez vu, c'est-à-dire qu'il a une motricité qui fait qu'au lieu de rester assis sur la chaise, parce que attention, il y a les ministres qui parlent, on ne bouge pas, tout ça, lui, il n'a aucune perception de ce contexte social, donc il déambule, il n'a pas saisi, vous voyez, l'enjeu, entre guillemets, social de la séance. Il avait aussi, vous avez vu, des difficultés à vraiment accrocher le regard. Il regardait un petit peu comme dans Le Petit Frère de la Lune. Il regardait un petit peu en l'air, il avait un regard circulaire, et en même temps, vous avez vu, quand il a descendu les marches, il n'a même pas eu besoin, lui, de regarder ses pieds. Hop, il a descendu. Donc là encore, il y a cette vision, cette façon de regarder qui est très particulière. Et puis là aussi, la motricité, vous voyez ce qu'on appelle justement les ajustements visuo-posturomoteurs. Au lieu de se servir de ses mains pour communiquer, pour interagir, bonjour. Alors à un moment donné, il a imité, il a fait chute. Mais par contre, il va plutôt s'en servir pour faire tourner un petit peu les petits objets de la roue. Et puis, il avait des intérêts sur l'écran. Donc sur l'écran, il y avait des jeux avec les lumières, avec les ombres. Donc du coup, il était seul, entre guillemets, avec son écran. Il était en train d'avoir ses particularités un petit peu sensorielles. Il est venu quand même un petit peu avec la dame. Mais alors la dame, qu'elle soit ministre ou pas ministre, alors là, rien à faire. Là, lui, c'était vraiment pas son souci. Du coup, à un moment donné, il s'est mis aussi à parler. Donc il a du langage. Mais là encore, vous voyez, son langage, il était particulier dans sa prosodie, c'est-à-dire la musique de sa voix. Il était particulier dans la façon dont il structurait ses phrases. Donc ça, c'est les particularités au niveau du langage. Et puis, il était particulier aussi dans ce qu'on appelle la pragmatique, c'est-à-dire le fait qu'il ne parlait pas au bon moment, dans le bon contexte. C'est-à-dire, il a piqué le micro à la ministre, et puis du coup, il racontait quelque chose qui n'était pas forcément adressé, plus ou moins. Voilà. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les grandes caractéristiques de l'autisme, difficulté à interagir et à communiquer. Alors, c'est pas que en hypo, vous voyez, c'est pas que absence de communication et d'interaction. Parce que lui, à un moment donné, justement, il est arrivé avec la ministre et tout ça, mais pas au bon moment, pas de façon appropriée. Il n'a pas saisi le contexte. Vous voyez, il y a toute une part de l'environnement qu'il n'a pas comprise. Et puis, de la même chose au niveau de ses intérêts, les intérêts plutôt sur l'écran et un petit peu sensoriels et sur les petits trous, plutôt de qu'est-ce qui se passe là, quid des copains, finalement, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensemble. Ça, non. Vous voyez, cet aspect très personnel. Il avait son projet un petit peu plus personnel. Donc ça, ce seront les deux grandes lignes de ce qu'on appelle l'autisme. Et donc, on va devoir observer ça, caractériser ça. C'est pour ça qu'il faut, je vous dirai après, donc des évaluations très spécialisées pour vraiment l'observer et le quantifier. Et puis, on va décrire aussi des niveaux de sévérité. Puisque là encore, c'est vraiment les autismes, c'est-à-dire que tous les enfants n'ont pas les mêmes difficultés d'interaction et de communication. Tous les enfants n'ont pas le même degré de sévérité de leur autisme. Et là encore, en fonction de ce degré, il va falloir adapter les prises en charge. Alors, la prévalence, et ça, il faut le dire maintenant aussi justement à vos politiques, 1% de la population générale. 1% de la population générale, enfants et adultes compris. Donc c'est énorme. Tout à l'heure, quand votre ministre disait 200, vous êtes 1,2 million, je crois, en Île-Maurice, ça fait 12 000. D'accord ? Alors évidemment, 12 000, c'est quand on va parler de toutes les formes d'autisme et pas uniquement de la forme typique qui est caractéristique. Plus de garçons que de filles, 4 garçons pour une fille. Il y a des aspects génétiques de ce côté-là. Et puis justement le début dans l'enfance. Alors, je vais passer sur les vidéos, du coup, peut-être, parce que sinon ça va faire un petit peu trop long. Et puis, je vous dis, ça sera après aussi illustré par Madame Roger. Alors, ce qui est très important aussi, quand on dit qu'est-ce que l'autisme, c'est qu'en effet, on pose le diagnostic sur ces fameux 2 critères, trouble de la communication, intérêt restreint, stéréotypé, les mouvements, le fait de faire toujours la même chose, de faire tourner les petits trous. Sauf que, dans l'autisme, il y a toute une autre sémiologie qui est aussi présente. C'est pour ça qu'avant on disait les troubles envahissants du développement, et que quand on va vouloir poser un diagnostic d'autisme, il va falloir aussi faire le tour global de tout ça. Et tout ça, c'est quoi? C'est caractériser aussi le déficit, le développement intellectuel. Et dans le développement intellectuel, tous les enfants avec autisme n'ont pas forcément un retard. Quand il y en a ce retard, il est de sévérité possiblement variable.
Et quand on dit retard dans l'autisme, c'est pas finalement un très bon terme parce que c'est plutôt en fait c'est des enfants ou des adultes qui ont un développement hétérogène sur le plan cognitif, sur le plan de leur intelligence. Par exemple, ils peuvent être très bons pour agencer des petits cubes, des formes et tout ça, mais dès qu'on teste leur intelligence par le langage, essayer par exemple de raisonner sur du langage, faire des phrases un petit peu compliquées, faire ça, ils vont être très chutés. Et donc ça, c'est aussi une différence très importante par rapport aux personnes dites déficientes au sens classique du terme, c'est que dans l'autisme, il y a des pics et il y a des creux. Et donc il faut avoir, pour chaque enfant, pour chaque adulte, il faut avoir des psychologues extrêmement justement formés et compétents qui vont les voir, ces pics et ces creux. Parce qu'avec ces pics et ces creux, hein, ces compétences, ils vont pouvoir, là encore, avec l'équipe, définir les aspects, le projet thérapeutique. L'épilepsie, là aussi, là encore, c'est vraiment dans l'autisme, il faut des équipes. Il n'y a pas un médecin tout seul, il n'y a pas un psychologue tout seul, il n'y a pas un parent tout seul qui peut faire tout. Il faut des équipes, parce que c'est compliqué l'autisme, il faut s'y mettre à plusieurs. Donc l'épilepsie, il faut vérifier, dans 17 à 25% des cas, il y a une épilepsie associée. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, mais on ne peut pas passer à côté de ça, parce que là, dans l'épilepsie, il y a des médicaments spécifiques pour l'épilepsie. Les troubles du sommeil. Les troubles du sommeil aussi, ça c'est extrêmement important. 43 à 88% des enfants avec autisme, il y a des troubles du sommeil. Et l'étude qui est très importante aussi, c'est que 70% des parents, je ne sais pas si ça vous parle pour vous, ont aussi des troubles du sommeil. Parce que quand on a un enfant qui ne dort pas, on ne dort pas non plus quand on est parent. Et ça, le sommeil, c'est quand même la moitié de la vie. Vous savez que c'est là où justement on consolide les acquis de la journée. Et donc c'est très important qu'il y ait à un moment donné un docteur ou quelqu'un qui vous pose la question: comment dort votre enfant? Comment dort la personne, votre enfant qui est un jeune ou un adulte, mais comment est-ce qu'il dort? Parce qu'il y a des approches, et notamment aussi au niveau, en termes de traitement. Troubles neuromoteurs, là aussi c'est très important de savoir, là encore, tout. Je vous ai mis tous les petits exemples, mais vous avez des enfants avec autisme, par exemple, qui ont une véritable dysgraphie. Alors, dysgraphie, c'est vraiment la motricité de l'écriture qui ne marche pas. La motricité de l'écriture, c'est pas la même que celle qu'on appelle la motricité sociale. Alors, par exemple, vous voyez, la motricité de l'écriture, c'est quand j'écris. Hein. La motricité classique, là, je prends cette télécommande, ça, c'est la motricité classique. Faut vérifier aussi, puisque des fois dans l'autisme ça ne marche pas. Donc ça, ce geste-là, c'est de la motricité classique. Et puis ça, c'est de la motricité sociale. D'accord? Je vous fais au revoir, tout d'un coup, j'ai un petit mouvement, et il y a quelque chose qui fait que vous avez un sens, vous dites, ah, elle me dit au revoir. Eh bien, là encore, dans l'autisme, il y a différents niveaux, en fonction des personnes, de motricité qui peut poser problème. Trouble de l'alimentation, trouble du transit, là aussi c'est très important. Les personnes avec autisme ont souvent un ralentissement au niveau digestif. Certains aussi ont ce qu'on appelle un syndrome Pica, mangent des cailloux, mangent des feuilles, hein, et donc du coup, ça, plus ça, font des constipations, ils ont peur d'aller aux toilettes. Ils ont peur du trou des WC, et donc un enfant ou un adulte avec autisme qui a mal au ventre et qui n'a pas de langage, il s'automutile, il se tape la tête, il crie, il fait des colères. Donc à chaque fois avoir cette liste-là. Donc tout ça fait que le trouble du spectre autistique, il n'y a pas un autisme, il y a des autismes, et il y a une singularité, il y a unique comme toi à chaque fois, et donc il y a besoin d'avoir une vision à chaque fois très spécifique. Alors le diagnostic, du coup, une fois qu'on a compris ça, c'est pas compliqué. Le diagnostic, on s'y met à plusieurs pour chercher tout ce que je vous ai dit. Premièrement, on cherche en effet, est-ce qu'il y a les troubles de la communication, de l'interaction, de la socialisation? Bernadette vous en parlera. Mais aussi, on vérifie qu'il n'y a pas un trouble auditif. On vérifie que l'enfant n'est pas sourd, ou même sans qu'il soit sourd, le fait qu'il entende moins bien. Les enfants avec autisme font très souvent des otites à répétition. Les otites à répétition, ça fait des petites lésions dans l'oreille qui font qu'on entend moins bien. Si on entend moins bien, on parle moins bien. On peut avoir ça en plus de l'autisme. Donc il faut, hop, on vérifie, on élimine. La vision. 30% des enfants avec autisme ont des troubles qui nécessiteraient des lunettes. Regardez le nombre d'enfants avec autisme qui ont des lunettes sur le nez. Parce que, on n'a jamais pu aller chez l'ophtalmo, chez le médecin des yeux. Et puis 2, quand on arrive à leur mettre les lunettes, hop, ils les jettent. Donc ça, c'est très important. Syndrome génétique, maladie métabolique, on doit vérifier aussi, dans 15 à 20% des cas, il peut y avoir une maladie génétique associée.
Là encore, il faut la diagnostiquer parce qu'il y a des prises en charge spécifiques. Troubles du sommeil, de l'alimentation, anxiété et dépression, c'est d'autant plus vrai chez les adultes. C'est pas parce qu'on est autiste qu'on est protégé de la dépression. C'est pas parce qu'on est autiste qu'on est protégé de l'anxiété. Et là aussi, on doit avoir accès à des prises en charge spécifiques. Et l'évaluation du développement, Bernadette vous en parlera. Alors, très rapidement, je ne sais pas si je suis dans les temps, c'est bon à peu près, ça va? Très rapidement, du coup, l'idée c'était aussi de pouvoir vous dire le plus simplement possible où on en est dans les connaissances actuelles de quand on dit qu'est-ce que c'est que l'autisme. Là, je vous ai fait un petit peu la clinique. Madame Roger va aller plus en profondeur. Mais aussi, du coup, à quoi c'est dû? Donc, c'est dû au fait qu'il y a ce qu'on appelle le développement du cerveau qui, probablement pendant la grossesse, ah oui, j'ai pas de moteur, pendant la grossesse et puis dès la naissance, se passe pas bien. Alors, juste pour vous donner très rapidement, parce qu'il faut que vous ayez compris, ce que vous avez ici, là, ce que vous avez ici, c'est ce qu'on appelle le cortex. Donc là, je vous fais en 1 minute. Le cortex, pardon, ah bah oui, voilà. Le cortex, là. Donc le cortex, c'est cortex, ça vient de écorce. D'accord? L'écorce cérébrale. Ça fait à peu près 6 mm d'épaisseur. C'est à la surface là, de votre cerveau. D'accord? Le cortex, vous voyez, à la naissance, là, à 1 mois, là c'est une coupe ici, à 1 mois. À 1 mois, un petit bébé à la naissance, en gros, il naît avec ses neurones. Neurones, le terme de neurones, ça va, c'est les cellules du cerveau, hein, ces neurones. Mais ces neurones, elles ont pas fait de connexion. Aux étudiants, je dis toujours, c'est comme un arbre en hiver. Vous voyez? Alors, quoi que chez vous, il y a toujours des feuilles, ça marche pas. Un arbre sans feuilles, vous voyez? Et du coup, vous voyez, entre 1 mois, 6 mois, 2 ans, 5 ans, ça c'est toujours le même bébé, toujours la même écorce. Les neurones, ils poussent. Ils poussent, ils font et ils font ce qu'on appelle des connexions. D'accord? Des connexions entre eux, c'est ce que vous voyez là ici. Et ces connexions, c'est le câblage du cerveau. Alors c'est d'actualité Fondation Orange et Mauritius Télécom. Le câblage du cerveau, justement, hein, il se met en place comme ça chez le tout petit. Et dans le cas de l'autisme, ce qui se passe, c'est que ce câblage, il ne pousse pas comme un enfant ordinaire. D'accord? C'est pas la faute de la maman, c'est pas la faute du papa, c'est la faute de personne. C'est un trouble neurodéveloppemental, c'est pour ça qu'on dit neurodéveloppemental, c'est le cerveau, ces petites connexions ne poussent pas bien. Et donc du coup, comme le câblage n'est pas tout à fait le même que chez un enfant ordinaire, mais leur comportement n'est pas tout à fait le même, leur façon de voir, d'entendre n'est pas tout à fait le même, parce qu'on ne voit pas avec les yeux, on voit avec le cerveau. D'accord? Les yeux, c'est juste le capteur, mais c'est dans le cerveau qu'on analyse les images. Et donc, dans l'autisme, c'est ça qui ne se passe pas bien. D'accord? Quand vous entendez troubles neurodéveloppementaux, c'est ça qui ne se passe pas bien. Alors, quand je disais c'est pas la faute du papa et de la maman, ça on le sait maintenant de façon certaine, et on sait que c'est un trouble dit génétique. Génétique ne veut pas dire héréditaire. Attention, hein, c'est pas parce que c'est génétique, on dit, ça ne veut pas dire systématiquement héréditaire, mais il y a des petits gènes qui sont des gènes en effet qui sont les gènes qui commandent entre guillemets le développement de ce câblage, et ces petits gènes-là, dans l'autisme, ils marchent pas bien. Alors ça c'est important aussi parce qu'il y a des fois des syndromes génétiques qu'on connaît bien qui sont associés et qu'il faut diagnostiquer avec des médecins, parce que là aussi je vous dis on peut dans certains cas avoir des prises en charge plus spécifiques. Alors ça c'est une photo qui est faite exprès pour finalement dire qu'est-ce que c'est que ça. Ça c'est un cerveau où on s'est dit voilà ce qui marche pas bien dans l'autisme, parce qu'on dit d'accord, finalement le câblage ne pousse pas bien, mais qu'est-ce qui fait qu'ensuite ils n'arrivent pas? Pourquoi est-ce qu'ils se fixent devant l'écran? Pourquoi est-ce qu'ils tournent la petite roue comme ça? Pourquoi est-ce qu'ils ne me regardent pas dans les yeux? Pourquoi est-ce qu'au lieu de me parler, ils racontent des choses, ils soliloquent, ou alors ils répètent des mots de mes fins de phrases, mais ils ne me communiquent pas, ils ne me racontent pas ce qu'ils pensent, ils ne racontent pas ce qu'il a fait à l'école? Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? L'idée c'est de dire que dans notre cerveau, on a en effet des câbles pour prendre, comme je vous ai montré là, pour prendre la télécommande, mais on a aussi des câbles pour sourire, on a des câbles pour dire justement bonjour, on a des câbles pour dire oh là là, aujourd'hui ça va pas, je suis fatigué, maman, est-ce que tu pourrais m'aider, papa, là. On a des câbles pour ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle les câbles du cerveau social. D'accord, qui nous servent non pas uniquement à marcher, mais à interagir, à communiquer. Et donc l'idée, c'est ça, c'est de se dire, c'est ce qui ne marche pas bien dans l'autisme, c'est tout ce qui nous sert, ces câbles-là qui nous servent à être avec les autres. Alors là, c'est un exemple
ce qu'on appelle l'eye tracking, parce que ce qu'on a dans le cerveau social, il y a une des choses qui nous aide beaucoup à interagir, c'est quand on se regarde. Quand on se regarde, si je vous regarde, je vais vous regarder plutôt dans les yeux, justement, et dans les yeux, ça va me permettre de savoir si vous êtes content, pas content, attentif, pas attentif. Par contre, si je regarde vos pieds, j'aurai du mal à savoir dans quel état vous êtes. Et donc, naturellement, on regarde les visages et naturellement, on regarde les yeux. Et dans l'autisme, alors, ça, c'est sur un sujet, alors c'est à gauche d'abord, chez le sujet témoin, en haut à gauche. Ça va peut-être... En haut à gauche, voilà. Donc là, c'est quand... Allez-y, oui, quand vous et moi... Non, sur la flèche, s'il vous plaît. Voilà. Ah non, il ne veut pas. Vous savez, il fallait sortir. Mais là, il ne faut pas que ça prenne trop de temps. Voilà. Quand vous et moi, nous regardons un visage, on peut... Là, les petits points, on enregistre, en fait... Voilà, il faut peut-être remontrer une autre fois. On enregistre en fait où vous regardez. C'est une caméra qui filme le regard. Les petits points noirs, c'est comme si on filmait vos yeux et qu'on regarde où vous regardez. D'accord? Et quand on regarde, merci, on va faire l'autre maintenant. Ça, c'est quand vous et moi, nous regardons un visage, on regarde cette période-là. Et puis quand on regarde, on a enregistré là comment une personne avec autisme, vous voyez, regarde ce visage. Vous avez vu que la stratégie pour regarder le visage est complètement différente. Donc du coup, là encore, peut-être pour montrer une autre fois, voilà. Alors ça ne veut pas dire que la personne, elle ne va pas regarder les yeux, mais du coup, elle y va de façon beaucoup plus anarchique. Il n'y a pas ce contact vraiment posé, le contact oculaire. Et on sait bien que ça, c'est une des questions très fortes aussi dans l'autisme, le fait qu'à un moment donné, les enfants et les adultes n'arrivent pas à regarder dans les yeux et donc à capter l'information sociale qu'il y a dans les yeux de l'autre. Quand vous êtes en face de quelqu'un, vous avez plein d'informations en regardant ses yeux. Et si vous ne regardez pas les yeux, vous loupez aussi ces informations. Je vais peut-être accélérer parce que je ne veux pas te... Bernadette, c'est ça Non, je suis... Non, mais c'est pas... Alors ça a été justement toute une hypothèse sur le fait de dire, voilà, les enfants et les adultes avec autisme, ils comprennent ce câblage-là qui ne marche pas. Mais en même temps, alors vous dites, allez-y. Là, c'est aussi votre cerveau de la vision qui marche, d'accord? Vous êtes en train de regarder des triangles, vous avez des triangles, un rouge, un bleu, voilà. Et puis si on regarde l'autre, vous avez toujours votre cerveau de la vision qui marche, c'est votre cerveau derrière qui est en train de... Sauf que là, vous commencez à ce qu'on appelle à raconter une petite histoire. Vous avez deux petits triangles, donc il y en a un qui essaye de jouer avec l'autre qui le met dehors, un qui a l'air sympathique, pas sympathique et tout ça. Donc vous avez votre cerveau qui construit justement cette petite histoire à partir d'informations très très simples sur le plan visuel. Et donc une des questions aussi qu'on se pose maintenant, c'est de se dire peut-être que dans l'autisme, le câblage qui ne marche pas, en effet, c'est celui, par exemple, des visages, mais peut-être aussi que sur des choses beaucoup plus simples, que ça ne marcherait pas non plus. Diapositive suivante. Non, diapositive suivante, s'il vous plaît. Ah, c'est moi, pardon. Là encore, il y a la communication, c'est là. Et donc ça, alors ne soyez pas effrayés par ces images-là, c'est juste pour vous montrer à quel point, justement, aussi, ça illustrait pour le petit garçon de ce matin. Vous avez à droite, là où c'est les recherches qui sont faites justement avec les techniques très pointues. Et ici, en fait, quand vous regardez d'abord cette première image en haut, là, à droite, avec la tache rouge et jaune. La tache rouge et jaune, c'est comme dans votre cerveau à vous et à moi. Si je fais versus... Alors, il faudrait que je fasse... D'accord? Vous avez tout de suite saisi que le mot c'est de la voix humaine. D'accord? Et puis là, ça c'est du bruit. La carte en dessous, là, chez les autistes, alors ça montre pas c'est pas qu'ils n'entendent pas, parce que ce sont des cartes de différence, c'est juste que le il est la même chose que... Donc vous imaginez bien que le petit garçon ce matin, entre le brouhaha un petit peu de la salle, entre le discours de la ministre, tout ça, il n'y a pas de différence. Et ça, c'est un élément aussi très important qui fait que, par exemple, un enfant ou un adulte avec autisme, lui parler en même temps qu'on met du bruit derrière, c'est impossible pour son cerveau, puisque lui, tout ça se confond. D'accord ? Il n'y a pas de traitement, il n'entend pas la voix au milieu du brouhaha. Et ça, la recherche, justement, ce sont quelques exemples de pistes pour vous montrer, puis je vais terminer aussi par ça. Là, si vous voulez mettre le son en haut à gauche...
Voilà, donc ça, vous voyez, ça c'est pareil, c'est une tête, hein, donc on enregistre ce qui se passe dans le cerveau quand on entend ces bruits-là. Vous et moi, quand on entend ces bruits-là, il se passe ça, et puis quand on met, alors ça c'est moi, non, hop, chez les personnes avec autisme, il se passe ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous voyez, qu'il y a une autre zone qui s'active. Quand ils entendent la toute petite différence, hop, il y a une activation très forte. Donc il y a vraiment une distorsion, hein, c'est-à-dire particulière de la façon dont ils perçoivent l'environnement. Ils n'entendent pas la voix, par exemple, mais par contre des bip, 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 ils vont avoir une réaction très très forte. Et c'est ça qu'on voit très bien dans le quotidien. On arrive vers eux, ils ne se retournent pas à l'appel du prénom, et à côté de ça, on a fait un tout petit bruit de rien du tout que nous, on n'a pas entendu, et l'enfant s'agite, met les mains sur les oreilles, tout ça. C'est parce que leur cerveau ne va pas voir et entendre comme nous. Et comme il ne voit pas et qu'il n'entend pas comme nous, il ne se développe pas au fur et à mesure, il ne développe pas le langage de la même façon, il n'interagit pas avec nous. Et donc ça, c'est très important à comprendre, parce que tout leur comportement, ce n'est pas qu'ils sont mal élevés, c'est pas qu'ils sont indifférents, c'est qu'ils sont un petit peu, comme vous l'avez vu, dans un autre monde par rapport à ça, le petit frère de la Lune. Ils entendent et ils voient autre chose que ce que nous, on entend, on voit quand on est tout petit, et il faut les accompagner à décoder ça. Voilà, et donc je vais passer la parole à Bernadette Roger, et juste pour vous dire justement que dans le cerveau, je parlerai sur le plan aussi thérapeutique, tout ça, c'est pas fixé. C'est pas fixé parce qu'il y a ce qu'on appelle la plasticité. Je vous en parlerai après sur le plan thérapeutique. À tout à l'heure. Très bien, merci beaucoup. Donc, je ne vais pas répéter tous les remerciements qu'a formulé Frédéric, je m'y associe fortement. Je remercie tous les amis de la Fondation Orange et la Fondation Mauritius Telecom et tous les amis qui sont ici. J'ai retenu beaucoup du discours des parents, ne faites rien pour nous sans nous. C'est vraiment ma philosophie puisque outre le fait que je travaille à l'université, je travaille avec une association qui est le CERESA. CERESA signifie Centre régional d'éducation et de services pour l'autisme, et c'est une association qui a été créée avec les parents. C'est-à-dire on s'est mis ensemble, je me suis mise avec les parents pour créer cette structure, pour mieux répondre aux besoins des enfants. Voilà. Donc Frédéric vous a magnifiquement introduit un sujet qui est difficile. La partie était difficile pour elle parce que parler du cerveau, pour des gens qui ne sont pas encore tout à fait initiés, c'est difficile. Donc moi je vais revenir sur la base de tout ce qu'elle a dit. Il y aura quelques petites redites mais très rapides, pour parler des particularités de fonctionnement des personnes, comment elles se comportent, comment elles comprennent l'environnement et comment elles répondent dans l'environnement. Donc ce qui a été montré, c'est que dans l'autisme, il y avait un fonctionnement de l'intelligence qui est différent, ce qu'on appelle les particularités cognitives. Et évidemment, quand on a une intelligence qui est différente de celle des autres, eh bien on a une perception de l'environnement physique et de l'environnement social, c'est-à-dire des autres personnes, qui est différente. Et bien entendu, comme on a une vision différente, une perception différente, eh bien cela va avoir un impact sur le comportement. Dans les particularités au niveau de l'intelligence, et là Frédéric en a déjà parlé, il y a parfois une déficience intellectuelle, mais pas systématiquement. Certaines personnes avec autisme ont même, sont assez surdouées, ont des compétences extraordinaires. Il y a des anomalies du langage et il y a, ce qui a été bien illustré par Frédéric, des anomalies de l'intégration de l'information. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'un problème de perception au niveau des yeux, au niveau des oreilles, il s'agit d'un problème plus haut dans le cerveau, c'est-à-dire comment le cerveau met toutes les informations ensemble pour comprendre l'environnement. Évidemment, toutes ces anomalies, eh bien, elles vont avoir un impact important parce que elles vont avoir une incidence sur la manière dont les enfants vont comprendre l'environnement et dont ils vont apprendre et dont ils vont s'adapter pendant l'environnement. Et donc, pendant leur développement, pardon.
Alors au niveau du fonctionnement intellectuel, bon, on en a déjà parlé, déficience dans un certain nombre de cas, une majorité des quotients intellectuels qui permettent, le quotient intellectuel c'est ce qui permet de mesurer le fonctionnement intellectuel, entre 35 et 50 alors que la moyenne est 100. Mais il y a des enfants qui sont à 100 et même au-dessus, et surtout des particularités dans la manière dont l'enfant comprend les choses, la manière dont il traite l'information, c'est-à-dire des profils cognitifs différents. Frédéric l'a dit aussi, les profils sont hétérogènes avec, dans la majorité des cas, un point faible qui est le verbal. Tout ce qui a trait au langage est difficile. Et par contre, on peut voir certains îlots de compétences, certaines performances qui sont bien meilleures lorsqu'il s'agit de traiter des informations visuelles. Alors, cette règle du verbal inférieur à ce qu'on appelle le performance, c'est-à-dire tout ce qui est manipulation d'objets, elle est surtout valable pour les enfants qui ont une forte déficience intellectuelle. Par contre, quelquefois, ça s'inverse chez les personnes de haut niveau, où il peut y avoir un verbal qui est supérieur au niveau de performance. On va retrouver aussi beaucoup de difficultés d'abstraction. Tous les concepts, toutes les idées qui sont plus abstraites et qui sont loin des objets concrets sont difficiles à comprendre, à concevoir. Donc la compréhension verbale, je vais vous donner tout de suite des exemples qui vont vous montrer comment on peut être à côté du sens dans le langage. L'organisation de séquences temporelles, savoir ce qui va se passer après, c'est très difficile. Nous, on imagine, on se représente, on a un calepin, mais on sait ce qui va se passer après. Le codage de l'information et la compréhension sociale des situations. Alors par contre, on a coutume de dire, nous les professionnels, que les personnes avec autisme ne se résument pas à une liste de difficultés. Ce sont des personnes qui ont aussi des points forts et c'est très important de pouvoir souligner ces points forts. Alors, on reconnaît en général leur capacité spatiale et perceptive, d'où l'importance du visuel quand on veut les aider. Des schémas, des images, on en parlera à nouveau tout à l'heure. Et ce sont des personnes qui ont souvent une bonne mémoire par cœur. Une mémoire alors qui a des caractéristiques spéciales, c'est-à-dire que cette mémoire n'est pas forcément mise au service de comportements sociaux. Par exemple, on a fait tout à l'heure référence à Rainman. Rainman était capable de mémoriser tout l'annuaire téléphonique. Donc c'est extraordinaire. Moi qui ai du mal à me souvenir quelquefois de mon propre numéro de portable. Donc c'est extraordinaire. Par contre, moi j'ai quelques numéros des personnes qui me sont proches. Je les ai mémorisés et je vais les appeler pour leur souhaiter un bon anniversaire ou pour les inviter. Donc il y a une dimension sociale. Rainman, lui, avait mémorisé cette liste de téléphones, mais c'était pas pour l'utiliser à des fins sociales. C'était pour la beauté, finalement, de la répétition. Alors, j'ai voulu illustrer les îlots de compétences. Certaines personnes avec autisme, par exemple, sont brillantes au niveau du graphisme, alors que d'autres ont des dysgraphies. Alors, ce cas-là est un cas d'école. C'est Nadia, qui était une petite fille de 4 ans. Vous voyez, moi, je suis bien loin de cette performance-là. Ça serait assez ridicule si je mettais un de mes dessins à côté. Voilà encore Nadia, 4 ans, qui avait une prédilection pour les dessins d'animaux. Ce qui est très dommage, c'est que cette enfant-là, lorsqu'elle a progressé, elle s'est ouverte au monde social, elle a perdu ses compétences en dessin.
C'est-à-dire, elle est revenue à des petits dessins de bonhommes comme les enfants. Bon, on préférait qu'elle soit ouverte sur le plan social, qu'elle progresse, plutôt que de s'enfermer seule dans ses dessins. Alors, j'ai d'autres exemples. C'est les exemples de Gilles, qui lui est un adulte qui a continué pendant toute sa vie à faire des dessins comme ça. Donc, il a vécu à New York avec ses parents et donc il passe des heures à faire des buildings comme ça. Alors tout ça est à main levée. Hein, il ne prend pas une règle. Voilà, il a fait une ville imaginaire. Voilà. Alors il a un cahier avec le même bloc de building pris de face, puis avec il tourne de 45 degrés, puis de 90 degrés, et vous pouvez superposer les dessins. Ils sont toujours extraordinairement corrélés. On pourrait faire le tour du pâté de maison visuellement. Voilà. Donc quelques exemples. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans la progression qu'a fait Gilles, lui il est allé dans le sens inverse, c'est-à-dire il a gardé ses compétences en dessin, mais alors c'est ici. Alors comment est-ce qu'on anime ça ici? Voilà, ici il y a des petits bonshommes, c'est-à-dire lui ça s'est animé un petit peu, mais pas beaucoup. Le langage, donc on a vu les problèmes de fonctionnement de l'intelligence. Au niveau du langage, alors on a une bonne nouvelle ici, c'est que jusqu'à présent on disait 50% des personnes autistes sont non verbales. Donc il y en a 50% qui parlent. Or maintenant, quand on a refait l'évaluation après la mise en place des programmes d'intervention précoce, eh bien on s'est aperçu qu'on arrivait plus à un niveau de 75% et même un peu plus d'enfants qui accèdent au langage. Ce qui veut dire que l'intervention précoce a effectivement une importance très grande. Au-delà du fait de parler ou de ne pas parler, il y a des particularités aussi dans le langage. La compréhension est pauvre parce qu'il y a une difficulté d'accès au symbolique. Je vais vous en donner tout de suite des exemples. Souvent, les parents pensent que l'enfant comprend tout. C'est souvent une perception qu'il faut revoir parce que l'enfant comprend tout dans votre environnement, c'est-à-dire que vous savez mettre en place des choses que votre enfant comprend. Vous avez mis en place des petites routines qui lui facilitent la vie et donc vous êtes de bons parents, vous lui avez facilité l'environnement. Mais quand nous on va faire des tests de langage, eh bien on se rend compte que si on extrait le langage, eh bien l'enfant ne les comprend pas forcément. Donc c'est vraiment important à savoir parce que quand on s'adresse à l'enfant avec un discours trop compliqué, on peut avoir des troubles du comportement parce que lui, il est plein de bonne volonté, il voudrait bien vous répondre, il ne comprend pas exactement ce que vous voulez, ce que vous attendez de lui. Ensuite, il y a l'écholalie, qui est le fait de répéter. Alors, on répète du langage, ça veut dire qu'on ne comprend pas qu'on est deux partenaires dans une communication, on ne comprend pas la fonction du langage. Par exemple, je vais dire à l'enfant, tu veux un biscuit? Et il va répéter, tu veux un biscuit? Avec exactement la même intonation, ce qui montre que l'outil langage, il n'a pas compris à quoi ça servait. Et il veut vous faire plaisir, il répète, mais bon. Ensuite, il y a l'inversion pronominale, dire tu au lieu de je. Effectivement, quand on est écholalique et qu'on répète ce que disent les autres, on a beaucoup de mal à se situer en tant que je, partenaire d'une autre personne dans l'interaction. Les intonations particulières. Certaines personnes ont des intonations extrêmement mécaniques, peu modulées ou qui paraissent étranges. Et puis il y a surtout ce qu'on appelle les problèmes de pragmatique, c'est-à-dire que nous faisons une utilisation sociale du langage. Pour les personnes avec autisme, c'est là où se situe la plus grande difficulté. Et ça peut être lié par exemple aux intérêts restreints dont on vous a parlé. Si une personne est très intéressée par exemple par les horaires d'avion et uniquement les horaires d'avion,
Elle va commencer la conversation avec vous en vous disant il y a le vol qui arrive de la Réunion à telle heure, et puis il y a le vol qui part vers l'Australie, etc. Et au début, vous allez vous étonner de dire mon Dieu, c'est extraordinaire. Puis au bout d'un moment, vous allez commencer à perdre patience, vous allez détourner le regard, vous allez dire bon sang, quand est-ce que ça se termine? Voilà. Donc vous êtes dérouté parce que effectivement, ce qui pêche là, c'est la pragmatique, c'est-à-dire que la personne ne tient pas compte de l'interlocuteur et continue à parler pratiquement pour elle. Donc c'est ça le défaut de pragmatique. Alors, quelques exemples des difficultés auxquelles se heurtent les personnes avec autisme. Elles ont ce qu'on appelle une compréhension littérale, c'est-à-dire elles ne symbolisent pas, elles ne se représentent pas. Donc, par exemple, si je dis « j'ai la moutarde qui me monte au nez », ben, si on prend au sens littéral, ben, comment ça se fait, là, de la moutarde dans le nez, voilà, ou alors je reste cloué au lit, mon Dieu, c'est effrayant, qui est-ce qui m'a cloué dans un lit, ou les bras m'en tombent, ou alors j'ai une idée derrière la tête et la personne va faire le tour pour aller regarder ce qu'il y a derrière la tête. Ça ressemble à des histoires belges, mais ça n'en est pas. C'est vraiment le mode de compréhension littérale. Tu vas mourir de rire. Alors, vous voyez, ça peut effrayer complètement et donner des troubles du comportement parce que la personne, elle vous croit quand vous lui dites « tu vas mourir de rire ». Alors, autre exemple, ça donne des productions originales. Voilà, cet enfant de 7 ans et demi qui utilise des phrases toutes faites, c'est de l'écolalie, il va les chercher dans les dessins animés et il les replace à chaque fois, mais ça n'a plus de sens puisque c'est hors contexte. Et alors, quand il ne veut pas faire un exercice à l'école, il dit « personne ne peut aller contre ma volonté ». Ce qui fait, pour un enfant de 7 ans et demi, ça fait très curieux. C'est le langage très formel et pédant des personnes Asperger. Et quand il veut dire à sa maman qu'il l'aime beaucoup, « tu es la meilleure amie que j'ai jamais eue ». Et c'est vrai qu'on ne dit pas les choses de cette manière à sa maman. Alors, autre exemple, la maman d'Alexis qui a 7 ans, elle part faire des courses et elle dit à ses enfants « au revoir tout le monde, à tout à l'heure ». Et lui, il répond « au revoir toute seule ». C'est très logique. C'est très logique, ça ressemble à une blague, mais en fait, ça n'est pas intentionnel, c'est une logique qui est la logique autistique. Autre exemple, le dentiste qui lui donne le choix entre 3 saveurs, il répond « c'est tout un dilemme ça aussi, c'est quand même très particulier à 7 ans ». Et après, alors, il prend un air perplexe et il dit « c'est même un trilemme, parce qu'il y a 3 choix ». Donc on trouve des anomalies comme celle-là qui sont assez cocasses, qui font que ces personnes sont très attachantes en fait, hein, mais qui montrent bien leurs difficultés dans la communication. Au niveau de la perception, je vais passer rapidement. On a donc Ornitz et Ridvo étaient des auteurs qui ont travaillé sur le cerveau justement, et ils ont montré comment les personnes avec autisme avaient soit une hyper, soit une hyposensibilité, soit ils perçoivent trop, soit ils perçoivent pas assez, et donc une incapacité à moduler correctement ce qu'on appelle l'input sensoriel, c'est-à-dire toutes les informations qui rentrent et qui arrivent au cerveau. Et donc on a quelquefois soit l'enfant qui sursaute à un tout petit bruit, comme on vous l'a déjà dit, ou alors qui n'a pas l'air d'entendre, ou alors qui va avoir des phases d'alternance, d'excitation et d'inhibition. Et donc ça donne, ces anomalies-là donnent une absence de cohérence à l'ensemble des informations que nous recevons de notre environnement et bien sûr ça peut avoir un impact sur tous les aspects du développement. On en arrive à l'intégration des informations pour redire que les personnes avec autisme voient le monde différemment. Alors d'abord, il y a Uta Fritz, qui est un auteur anglais, qui a émis l'hypothèse que les personnes avec autisme manquaient de cohérence centrale. Nous sommes capables, lorsque nous observons une scène, par exemple, moi je vois cette salle,
je ne vois pas un petit détail, mais je vois l'ensemble de l'auditoire. La personne avec autisme va être capable d'aller voir juste le petit brillant qui est sur le collier de madame, par exemple, ou un tout petit détail, mais qui va finalement le mettre en difficulté pour comprendre la situation. Parce que si je suis fixée sur le petit brillant, je ne vois pas l'ensemble des informations. Donc, les autistes retiennent des traits différents, ils explorent différemment, ils ont des formes d'attention particulières, tout ce qui les met en difficulté pour comprendre. Alors, pour comprendre en situation sociale, parce que la situation sociale est extrêmement compliquée. On se présente, on se montre physiquement, mais alors on a des mouvements, on a des petits coups d'œil, on a toutes sortes de petites informations que l'on communique. Et donc, la perception de tout ce qui est stimulation sociale est difficile, et surtout ce qui est implicite. Parce que moi, je peux vous faire, par exemple, un sourire ironique. Vous allez comprendre, avec ce que je dis et ce que je montre, que c'est de l'ironie. La personne avec autisme ne va pas forcément comprendre l'ensemble de la situation. Alors, j'ai repris aussi un exemple qui est très classique. Ça illustre le type d'examen qu'a montré Frédéric avec l'oculométrie. Vous voyez les petites croix rouges, c'est la manière dont une personne avec autisme explore le visage, ici, alors qu'une personne ordinaire regarde surtout cette zone du visage qui est très riche en informations sociales. Ici, même chose, dans une interaction, la personne ordinaire regarde un balayage dans la zone du visage qui donne beaucoup d'informations sociales. Ici, voilà, la personne avec autisme regarde, vous voyez, le petit collier, un petit peu le menton, un peu la bouche. Autre exemple, voilà, même chose, la tache jaune, c'est l'exploration de la personne ordinaire, ici, là, et ici, la personne avec autisme. Et là, dans une situation encore plus complexe, vous voyez, on a deux personnes qui parlent et qui sans doute évoquent cette autre personne. Donc, on parle entre nous, on se regarde et puis on a une troisième personne. Donc, vous, quand vous explorez, vous regardez les trois personnages et donc vous allez essayer de deviner ce que signifie cette scène. Ici, vous avez l'exploration de la personne avec autisme. Alors, vous voyez, si on schématise, voilà ce que voit de cette scène la personne avec autisme. Que voulez-vous qu'elle comprenne à cette situation, puisqu'elle manque tous les aspects qui sont extrêmement importants pour comprendre. Alors, une autre théorie, une autre hypothèse pour expliquer les difficultés sociales des personnes avec autisme, c'est ce qu'on a appelé la théorie de l'esprit. La théorie de l'esprit, c'est un petit peu difficile à expliquer. C'est en fait ce que chaque personne pense que l'autre personne pense, ou ce qu'elle souhaite, ou ce qu'elle sait. C'est-à-dire qu'on a un système qui nous permet de comprendre ou de deviner ce que les autres personnes pensent. Alors, au premier niveau, c'est à 4 ans. Les enfants sont capables de savoir que les autres personnes peuvent penser autre chose qu'eux. Et donc, les enfants avec autisme qui ont un niveau de développement de 5-6 ans ne réussissent pas ces épreuves alors que normalement c'est quelque chose qui est atteint à 4 ans et même si ce sont des enfants qui ont un bon niveau intellectuel. Alors on va faire un petit test ensemble. C'est le test de Sally et Anne. Donc vous avez, Vous avez Sally qui a un panier, Anne qui a une boîte. Sally a une bille et elle la met dans son panier. Sally sort se promener. Anne sort la bille du panier et la met dans sa boîte. D'accord? Vous avez bien vu? Donc, quand Sally sort se promener, elle ne sait pas ce que va faire Anne.
Et donc, on demande, Sally revient, elle veut jouer avec sa bille, où va-t-elle aller la chercher? Elle va la chercher dans le panier parce que elle ne sait pas ce qu'a fait l'autre enfant. Donc c'est le test de fausse croyance. Et l'enfant avec autisme ne va pas penser à ça et lui va répondre, ben, elle va la chercher là puisqu'il sait, lui, que la bille est là. Vous voyez? Donc ça donne, c'est un petit exemple qui vous permet de comprendre une autre manière de cerner les difficultés des personnes avec autisme. Alors après, il y a un niveau plus compliqué, je vais passer. Au niveau des émotions, j'arrive presque à la fin, hein, je rassure sur le timing. Les expressions émotionnelles sont aussi difficilement reconnaissables et surtout, c'est difficile pour les personnes avec autisme de mettre un nom sur une émotion et de la relier à l'émotion. Alors j'ai une petite illustration ici, si vous voulez bien cliquer sur le lien. Voilà. Donc c'est un petit film sur l'empathie. Normal babies. Voilà, un bébé ordinaire. Children with Down Un syndrome. enfant avec une trisomie. Donc on voit le sourire, l'expression émotionnelle. And children with autism. Un enfant avec autisme. Alors là, l'expérimentatrice va faire semblant de se faire mal. In a similar experiment, Sigmund studied the Voilà. L'enfant reactions se of tourne, l'enfant children to ordinaire se someone tourne else's pain. vers elle. It takes a normal baby only a few seconds Voilà. to Et elle a realize l'air that concernée, someone is elle se hurt. dit qu'est-ce qui se passe, elle est interpellée par ça. L'enfant avec une trisomie, Children with Down syndrome respond readily to the emotions of others. lui aussi répond à l'émotion. Il a l'air tout embêté. But someone else's distress doesn't Voilà seem to l'enfant touch a avec child with autisme. autism. It's as though emotions are a foreign language he can't interpret. Là, elle fait semblant d'avoir peur d'un petit robot. Vous avez vu la petite fille, comme Reacting elle... to other people's fear is a basic survival instinct. Elle a le petit enfant avec trisomie, c'est pareil. Il est tout effrayé parce que c'est ce qu'on appelle le comportement de référence, c'est-à-dire... Il a interprété l'environnement en fonction de la réaction de la personne. Et voilà l'enfant avec autisme. Parents tell us they have feelings. This is another place in which I think our current research shows that the previous understanding of autism was wrong. Voilà, lui, il va explorer l'objet. Voilà, c'était une petite illustration. Voilà, donc rapidement maintenant. J'arrive pas à faire défiler. Je sais pas où je dois pointer. Vous pouvez faire avancer vous-même, s'il vous plaît? Oui, voilà, c'était bloqué. Et donc pour terminer, les troubles des fonctions exécutives. Les fonctions exécutives sont des fonctions neurologiques qui se situent au niveau de ce qu'on appelle le lobe frontal. Et donc c'est une structure qui permet de réguler les comportements. Et donc c'est ce qui nous permet d'avoir un comportement flexible, ce qui nous permet d'inhiber certains comportements. On sait dans certaines situations, comme quand Madame la Ministre est là, qu'on ne fait pas certaines choses, ou alors on peut, au lieu de toujours faire un comportement répétitif, changer pour autre chose, etc. Donc c'est une fonction qui est extrêmement importante pour nous. Et donc dans l'autisme, il y a des troubles des fonctions exécutives qui entraînent ces fameuses difficultés d'abstraction, la persévération, c'est-à-dire la personne répète, l'hypersélectivité, elle va chercher le tout petit détail et on retrouve ça avec certains tests. Alors, effectivement, tous ces troubles-là nous
permettent d'imaginer, la connaissance de ces troubles nous permet d'imaginer quelles peuvent être les interrogations des personnes avec autisme plongées dans un environnement. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on attend de moi? Comment est-ce que je dois faire? Combien de temps ça va durer? Et après, qu'est-ce qui va se passer? On sait que certains enfants avec autisme, d'ailleurs, sont toujours en train de poser la question et après, et quand est-ce qu'on mange? Et si on dit on mange à midi, à midi ils vont faire une crise de colère parce qu'on avait dit c'est à midi. Et qu'est-ce que cela va m'apporter, etc. Alors en conclusion, toutes ces difficultés de traitement des informations, je vous ai donné quelques illustrations, mais vous montrent déjà combien il est difficile pour une personne qui a tous ces troubles de s'adapter à son environnement, de comprendre les autres, de pouvoir être vraiment dans une situation de partage social. Et on verra tout à l'heure quelles sont les aides que l'on peut mettre en place pour aider les personnes à nous rejoindre et à s'intégrer dans la société. Je vous remercie. Nous excusons, nous avons pris 15 minutes de retard et on va prendre 3 questions de la salle. Est-ce qu'il y a des questions de la salle? Pas de questions? Non. Alors on va enchaîner tout de suite avec le deuxième thématique qui est comment prendre soin d'une personne avec autisme. Donc directement, je vais pouvoir vous expliquer effectivement quelles sont les aides que l'on va mettre en place pour aider les enfants. Et donc notre philosophie, ça va être comprendre pour agir, c'est-à-dire que on va essayer de comprendre les particularités de fonctionnement de la personne avec autisme, et donc c'est ce qui va nous permettre de mettre en œuvre une prise en charge qui lui convienne, qui convienne à ses besoins. Une première approche, alors évidemment, à l'heure actuelle, on sait très bien que comme on a affaire à un trouble neuropsychologique, neurodéveloppemental, c'est l'approche éducative qui est au centre de la prise en charge. Évidemment, ça n'exclut pas les approches médicales. Par exemple, vous avez vu, elles sont pertinentes et Frédéric va vous montrer aussi dans le prolongement. Mais ce qui veut dire qu'on va se situer plus dans une philosophie de remédiation plus que de psychothérapie comme on faisait avant, surtout en incriminant les mamans, ce qui est tout à fait hors de propos, on le sait, on le réaffirme très fort. Donc il y a un premier programme qui est le programme Teach, qui a été donc conçu par le professeur Eric Schopler. C'est un programme d'État qui est tout à fait intéressant, qui a différents objectifs. Donc soutenir la personne durant toute sa vie, les parents l'ont dit, on est avec l'autisme et puis on continue à être autiste, ça n'empêche pas que l'on puisse progresser. Retenez bien la notion de trajectoire développementale, il y a des enfants qui font des progrès fantastiques. L'intégrer dans le milieu social, c'est-à-dire il faut que la personne ait sa place parmi les autres. Elle est unique et on doit reconnaître son caractère unique et on doit lui donner sa place dans la société. Développer une autonomie physique et mentale adaptée. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une philosophie uniquement de l'assistance. Si on veut que les personnes se réalisent, on doit leur donner toutes les chances de devenir le plus autonome possible en fonction de leur potentiel. C'est très différent d'une personne à l'autre. Et donc, ce programme est fondé sur un double principe. D'un côté, on va adapter l'environnement pour que les apprentissages soient plus faciles. Par exemple, on va mettre du visuel là où les personnes comprennent mal le langage. Mais on va aussi demander, donc on va aménager l'environnement et on va soutenir la personne dans ses apprentissages. C'est-à-dire que chacun fait un pas.
C'est pas la personne qui a un handicap qui doit absolument se conformer à l'environnement. Donc moi je trouve cette philosophie très intéressante. On adapte et on demande à la personne de progresser, mais on lui permet surtout de progresser. On ne lui donne pas une injonction comme ça. Donc très important, c'est l'évaluation développementale. Je n'ai pas le temps de la détailler, mais on a différents tests qui permettent de voir où la personne en est et surtout de voir, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, les profils sont hétérogènes, ça veut dire que une personne peut avoir un gros retard en langage, mais être très forte en motricité, très bien faire des puzzles, mais ne pas pouvoir partager un repas avec les autres. Donc, on va, dans cette évaluation, on ne va pas faire une moyenne et avoir un seul chiffre, on va regarder chacune des compétences et c'est sur ce profil développemental que l'on va construire le programme qui va être adapté à chaque enfant. Et donc on va mettre en place un enseignement qui est structuré. On va tenir compte des difficultés d'attention des personnes, donc on va réduire tout ce qui est distracteur. Quelquefois on a un enfant dans une classe, on va tirer le store parce que au lieu de regarder ce qu'on est en train d'essayer de lui apprendre, il regarde les feuilles qui bougent dans le vent. Hein, mon petit frère de la lune qui regarde au ciel. Donc c'est un aménagement tout bête, mais si on le laisse comme ça, il a son attention attirée vers des choses qui ne sont pas pertinentes. Installer des routines sociales. Les personnes avec autisme ont plus de facilité lorsque les choses deviennent prévisibles, lorsqu'elles se répètent. Et donc, comme le social est difficile, on va mettre en place des routines sociales qui vont leur permettre de savoir ce qu'il faut faire au bon moment. Adapter les activités en fonction du développement, et ensuite stabiliser les activités, parce que ce sont des enfants qui apprennent différemment et quelquefois difficilement, et quelquefois on croit qu'une chose est acquise, et puis si on n'a pas suffisamment consolidé, stabilisé, eh bien on va s'apercevoir que ce qu'on avait cru apprendre à l'enfant est perdu. Donc on va être très vigilant à ça, pour que effectivement les efforts qu'il fait et que nous faisons soit vraiment rentable. Et puis surtout, c'est une philosophie qui intègre pleinement la collaboration parents-professionnels. Moi, j'ai été formée à la division Teach, ça fait maintenant plus de 30 ans, et c'est vrai que j'ai été donc immergée dans cette philosophie-là, et donc je vous entends très très bien, et pour moi c'est naturel. Quand je suis revenue en France, je peux vous dire que il m'a rien manqué, comme on dit, parce que l'idée de collaborer avec les parents, c'était une hérésie. Je n'étais pas une bonne professionnelle parce que je n'avais pas la distance professionnelle. Alors, donc, la collaboration avec les parents, c'est dans le programme Teach, c'est quelque chose d'essentiel. Alors, cette éducation structurée, pourquoi est-ce qu'elle est nécessaire ? Eh bien, parce que les enfants n'apprennent pas comme les autres, donc les apprentissages sont en retard. Ils ne sont pas spontanés. Quand vous regardez un jeune enfant qui est en train de se développer, il est très actif dans son environnement, il est curieux, il va tout ce que vous faites, il va l'imiter, il va aller chercher l'information. Pour les enfants avec autisme, on sait que c'est beaucoup plus difficile et que, bien sûr, ils peuvent avoir certains apprentissages spontanés. Quelquefois, ce n'est pas les bons, c'est-à-dire ils vont imiter le copain qui fait des stéréotypies, par exemple, mais par contre, ils ne vont pas imiter ce qu'on voudrait leur faire imiter. Gros problème aussi, c'est le problème de motivation. Quelquefois, vous vous arrachez un peu les cheveux parce que vous voudriez faire apprendre quelque chose et l'enfant est très passif. Donc on ne sait pas comment le mobiliser. Et puis il présente des particularités, je n'y reviens pas, c'était l'objet de mon exposé précédent. Et surtout, alors le piège, c'est que beaucoup des apprentissages que peuvent faire les personnes avec autisme ne sont pas fonctionnels. C'est-à-dire que l'enfant peut apprendre, comme j'ai dit tout à l'heure, une liste de numéros de téléphone, mais qui va servir à rien. Voilà. Or, nous, quand on veut apprendre quelque chose à l'enfant, si on lui apprend des mots
Et c'était au départ des premières prises en charge comportementales, c'était le piège parce que on prenait l'enfant dans un cadre qui était quasiment expérimental, puis alors on lui donnait des images et on lui faisait nommer la pomme, le cheval, la poupée, etc. Bon, et puis on répétait ça, et puis il avait toute une sorte de compétence pour nommer les images, et puis quand il sortait, il pouvait voir une poupée, il ne savait pas ce que c'était. Donc c'est très important de construire des apprentissages qui soient fonctionnels. Donc le programme Teach repose sur une méthodologie, donc il faut soutenir le développement. Il faut mettre en place des compétences qui vont permettre la vie sociale, c'est-à-dire il faut que les personnes puissent communiquer, il faut qu'elles soient autonomes, il faut qu'elles puissent avoir des activités ludiques, c'est-à-dire des jeux. Les enfants avec autisme ne jouent pas spontanément et souvent il faut leur apprendre à jouer. Voilà, et pour leur avenir c'est important parce que ces personnes ont droit aussi à des loisirs, elles ont le droit de pouvoir s'amuser, et donc on doit penser à tout ça aussi quand on fait leur éducation, et puis surtout prévenir, atténuer les troubles du comportement qui contribuent effectivement à leur isolement, qui contribuent au manque de qualité de vie pour eux et pour leur famille. Donc on va organiser l'espace. Pour éviter la confusion, on va lier des espaces à des activités. Il va y avoir un espace pour le travail individuel, un espace pour le travail en groupe, un espace pour le repas, etc. Par exemple, à la maison, certains enfants avec autisme vont être très perturbés si on se comporte comme avec un enfant ordinaire et qu'on demande à l'enfant de faire ses devoirs sur la table de la cuisine pendant que la maman fait la cuisine. Ah non, c'est terrible parce que la table de la cuisine c'est fait pour manger ensemble, c'est pas fait pour faire ses devoirs. Donc on va au début on va respecter ça et mettre en place des espaces qui vont être clairement délimités. Alors voilà, donc un exemple dans une classe Teach, voilà, on a organisé et les enfants savent que ici, ils font un apprentissage face à un éducateur. Ici, ils font un travail en autonomie, quelque chose qu'ils savent déjà faire et qu'ils vont répéter pour savoir le faire vraiment tout seul. Ici, ce sont les phases de transition où il y a les petits plannings visuels sur lesquels je vais revenir. Ici, c'est le repas de groupe, les loisirs, etc. On va aussi organiser le temps parce que le temps c'est une donnée très abstraite et les personnes avec autisme ont beaucoup de mal à se représenter le temps, et donc on va devoir apporter des aides comme l'horaire visuel qui va leur permettre d'anticiper qu'est-ce qui vient après. Je vous rappelle que c'est une question qui se pose souvent, et puis aussi de développer leur autonomie parce que imaginez-vous qu'on vienne vous chercher tous les matins au saut du lit par la main pour vous amener à une activité, puis à une autre, puis à une autre, et vous ne savez pas ce qui vient après. C'est terriblement inconfortable, et donc on ne veut pas que ces enfants fonctionnent de cette manière et que ce soit toujours l'éducateur ou la maman qui l'amène faire telle chose. On veut lui donner une certaine vision de sa journée ou de sa demi-journée afin qu'il devienne autonome. Donc on va utiliser des horaires qui vont être adaptés au niveau, par exemple un tableau écrit, des photos, des images. Alors voilà. Que va-t-il se passer? Bon, les ronds bleus, c'est simplement un masquage du visage. Hein. Là, voilà, c'est ma photo. Là, je travaille dans la salle grise, j'ai un repère, avec Marie-Hélène. Et puis après, je vais travailler avec Élise dans sa salle de psychomotricité. Là, c'est un horaire donc pour un groupe. Un autre type d'horaire et encore un autre pour un enfant qui sait lire. Voilà, tout ça c'est simplement pour faciliter le déroulement
de la compréhension du déroulement des activités. Voilà. Combien de temps ça dure? Bon, ben, on a différents moyens. On a les téléphones mobiles maintenant qu'on fait sonner, ou on a le timer. Donc, certains parents, par exemple, disent: mais mon enfant, quand il est dans la douche, il veut rester dans la douche, il veut pas en sortir. Eh bien, vous pouvez essayer le timer, ça, ou le téléphone qui sonne. Vous lui dites avant de rentrer dans la douche, voilà, quand ça va être fini, ça va sonner. Vous ne pouvez pas imaginer combien ça marche bien, parce que c'est un signal très clair que l'activité s'arrête. Et après, voilà, on va représenter, on fait la vaisselle et on va poser la tasse sur la soucoupe. C'est un enchaînement qui n'est pas du tout évident pour les personnes. Alors, pour l'organisation de la tâche, je me dépêche, je ne sais pas si je suis encore dans les temps, ça va encore. Donc, on va mettre en place des systèmes de travail qui vont permettre à la personne de connaître plus la situation, quel travail je dois faire, quelle quantité. Alors on va disposer de gauche à droite de manière à ce que la personne ait une routine qui lui permette de savoir comment se déroule l'activité. On met un système de repérage de la succession, numérotation, images, etc. Et on va souvent donner une consigne visuelle. Vous savez, quand on a un montage difficile à faire, nous on a la notice avec la consigne visuelle, bah, c'est la même chose, à part que c'est pour des choses plus simples. Et puis on va donner des aides spécifiques, soit on va donner le petit coup de pouce pour commencer l'activité, on va fractionner l'activité, etc. et les aides visuelles. Voilà un exemple de séquence pour se laver les mains. Un enfant qui ne sait pas du tout comment se laver les mains, on va lui apprendre, mais en même temps on va mettre ce repère visuel qui va lui permettre de le faire seul. Autonomie, c'est très important. Alors un exemple de liste pour s'habiller, voilà, avec le dessin des différents, c'est toujours très visuel. Voilà, donc on a la correspondance entre les différents types de vêtements, ce qu'il faut prendre et dans quel ordre, comment je m'habille. Alors une autre approche, c'est l'ABA, qui est très courue à l'heure actuelle. C'est une méthode comportementale qui a 3 objectifs principaux. Donc augmenter la fréquence d'apparition des comportements appropriés. On veut que l'enfant ait des comportements de plus en plus adaptés, développer des nouvelles compétences et diminuer la fréquence des comportements problèmes. Alors pour augmenter la fréquence d'apparition des bons comportements, on va utiliser des renforçateurs, c'est-à-dire des éléments qui vont permettre à l'enfant d'avoir envie de recommencer. Alors on a des renforçateurs primaires, comme on va donner un petit bout de fruit que l'enfant aime bien par exemple, ou on va lui permettre de se reposer, des choses qui sont agréables. Ou alors des renforçateurs secondaires, on va aller le plus vite possible vers des renforçateurs secondaires, c'est-à-dire des renforcements sociaux, dire c'est bien, ou caresser l'enfant s'il aime ça, ou, etc. Des renforcements sociaux. Très vite on va vers ça. Ensuite, aider le développement des compétences, donc on va mettre en place toutes ces aides verbales, visuelles, gestuelles. On va réduire peu à peu les aides. Aider le développement des compétences toujours par l'apprentissage de petites unités de comportement dans ce qu'on appelle le discrete trial, c'est-à-dire les essais séparés où on répète un comportement. On va construire des séquences comportementales et on va surtout travailler à la généralisation, parce qu'il ne s'agit pas d'apprendre des comportements qu'on répète en séance éducative et qui ne vont pas servir à grand-chose dans la vie quotidienne. Alors actuellement, on développe beaucoup l'apprentissage incident, c'est-à-dire qu'on va beaucoup travailler dans le milieu naturel au lieu d'être dans une situation quasi expérimentale, dans une structure où on ne fait que répéter des comportements sans lien avec la vie quotidienne. Et puis enfin, diminution de la fréquence des comportements problèmes. On va faire ce qu'on appelle une analyse fonctionnelle. Alors je ne vais pas détailler, mais l'analyse fonctionnelle, ça consiste à repérer
qu'est-ce qui est avant le comportement qui nous pose problème. Par exemple, l'enfant pousse des cris, il fait une crise de colère. Qu'est-ce qui s'est passé avant ? Il y a eu un bruit très fort et il est très sensible au bruit, ou alors un petit bruit mais il est hypersensible et il l'a entendu. Et donc qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il fait une crise de colère. Si on veut pouvoir diminuer ces crises de colère, qu'est-ce qu'on va faire là ? On ne va pas lui dire non, il ne faut pas le faire. On va adapter l'environnement et on va éviter de le soumettre à des bruits trop violents, de l'emmener au supermarché quand il y a des bruits d'ambiance, dans le préau à l'école, etc. Et puis surtout, on va éviter de renforcer. Par exemple, l'enfant est frustré, il ne veut pas quelque chose et il se tape la tête par terre. Qu'est-ce que va faire la maman spontanément ? Elle va essayer de le protéger, puis de le calmer. Or, c'est un problème parce que ça devient une manière de renforcer l'enfant. Et donc, s'il est un petit peu malin, il va se rendre compte que quand il fait ça, eh bien, la maman accourt et puis le câline, elle le cajole, et ça devient un moyen de communiquer. Et donc, on va essayer d'éviter que ça devienne... On veut qu'il communique, mais pas comme ça. Voilà, on va prévoir la généralisation, je ne vais pas rentrer dans le détail. Alors, autre système, j'ai presque terminé, on a les systèmes de communication augmentés, comme le PECS. On a certains enfants qui soit sont très en retard sur le langage, et en attendant qu'ils atteignent le niveau du langage, on veut qu'ils aient un système de communication. Et donc on va mettre en place un système de communication en images. Les orthophonistes se forment à ça et permettent de donner un système de communication à l'enfant avant qu'il n'atteigne le langage. Et puis c'est aussi très utile pour les personnes qui n'atteignent pas le niveau du langage et qui toute leur vie auront besoin d'un système comme celui-là. Alors les interventions précoces, la TED, je vous montre juste le joli visage de Catherine Barthélémy, qui est l'ancienne patronne de Frédéric, et je passe très vite parce que c'est Frédéric qui va vous en parler. Et puis le Early Start Denver Model, qui est une approche développementale que nous sommes en train de mettre en œuvre à Toulouse, en collaboration avec cette personne qui est Sally Rogers, qui est la personne qui a créé ce modèle. Donc c'est une approche qui repose sur l'interaction émotionnelle, qui sert de contexte pour mettre en place des apprentissages dans tous les secteurs du développement. Et là encore, la famille a une place très centrale pour travailler avec nous chez les très jeunes enfants. Et vous verrez qu'il y a certains points communs, c'est pas la même chose, il y a des divergences entre les deux modèles, mais il y a aussi des points de convergence. C'est tout à fait intéressant de pouvoir les comparer. Voilà. Donc dans le modèle de Denver, on reprend des éléments de l'ABA, on reprend les éléments d'un système qui s'appelle PRT, Pivotal Response Training. C'est le travail sur des compétences qui sont transversales comme l'attention par exemple. Et puis il y a des apports spécifiques du modèle de Denver, en particulier les petites routines socio-émotionnelles qui permettent de mettre l'enfant de bonne humeur et lui donner envie de travailler ou de jouer avec nous. Voilà, les résultats sont déjà assez probants. On voit ici un groupe, en pointillé, vous voyez l'évolution du groupe qui est suivi par le SDM, et ici vous avez l'évolution du groupe suivi par ce qu'on appelle la thérapie as usual, la thérapie classique, disons. Et on voit avec un test, le test de Mullen, qui est un test de développement, on voit les enfants qui sont partis du même niveau, avec les enfants ici, avec la thérapie as usual qui progressent, mais beaucoup moins que les enfants avec le SDM. Bon, je n'épilogue pas là-dessus. Voilà, l'ouvrage existe en anglais et depuis le mois d'octobre, il existe en français, il est paru chez Duno. C'est moi qui en ai fait la traduction puisque ça me permettait de travailler dessus.
Voilà, je vous remercie pour votre attention.